Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à la conférence de presse du gouvernement. Yannick Slamet, porte-parole de l'institution, en présence de la direction des affaires sanitaires et sociales, interviendront lors de cette conférence de presse. Je vous propose de vous rendre directement au gouvernement. Je passerai la parole après au docteur Page qui vous parlera de la pharmacovigilance Nouvelle-Calédonie. Donc depuis hier, 14 heures, 2 décès supplémentaires sont à déplorer, soit au total 263 depuis le 9 septembre. Il y a eu 81 nouveaux cas positifs confirmés. Ces nouveaux cas sont comptabilisés et portent à 10 768 le nombre total de cas positifs avérés depuis le 6 septembre et le nombre de cas actifs est de 758. Le taux d'incidence cumulé sur 7 jours est de 185 pour 100 000 habitants. Je voudrais préciser sur ce chiffre qu'il remonte légèrement depuis 2 jours. L'hospitalisation, 28 patients sont pris en charge au service de réanimation et 95 sont hospitalisés en unité Covid. 26 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel et 9 747 personnes sont considérés comme guéris. En ce qui concerne la vaccination, hier, lundi 25 octobre, 1790 personnes ont reçu une injection. À ce stade, 66,31% de la population vaccinable, soit 56,62% de la population totale, ont reçu un schéma vaccinal complet. Il faut remarquer que la vaccination est en net ralentissement, surtout sur les premières doses. À ce stade, et il faut le déplorer, il sera difficile d'atteindre l'objectif de 85% de la population vaccinable avant la mi-janvier. Il est absolument indispensable de rappeler que la deuxième dose n'est pas une option. Elle est indispensable à l'obtention d'un schéma vaccinal complet. On s'aperçoit qu'on a un déficit sur les deuxièmes doses. Une seule dose ne suffit pas pour éviter les formes graves de la maladie. Plus de 20% des contaminés ont une couverture vaccinale incomplète. C'est dire l'importance que les personnes qui aujourd'hui sont en retard, un petit peu en retard, puissent venir le plus rapidement possible se faire la deuxième vaccination. Ce qui m'amène à vous rappeler les opérations de vaccination. Les campagnes de vaccination se poursuivent dans tout le pays. Donc à Nouméa aujourd'hui, la maison de quartier de Rivière-Salée, l'hôtel de ville, Kouekara et Kafat-Receiving. À Païta, la maison de quartier des chefs Fleuras et au Faléfono. Il y a une tournée des tribus du Vaximobile à Yingen. Il y a un point de vaccination à la tribu de l'Embouchure à Ponériouin. Et ce matin, la tournée de Vaxitrip de l'IFU était à Ewe, Mutchaweng et Joking. Demain, jeudi 28 octobre, il y aura une campagne de vaccination à la mutuelle des fonctionnaires de Dimbert-sur-Mer, à la mairie annexe de Tantouta
Et le Vaxitrip de l'IFU sera à Siloam, Uneche et Anawa. Voilà, donc je voudrais aussi faire un point sur la situation du prolongement des confinements, puisque vous savez que arrive le week-end. Et donc le confinement strict du prochain week-end, le gouvernement, après consultation des différentes instances de la Nouvelle-Calédonie qui composent la direction opérationnelle, réunie hier au Congrès, a décidé de prolonger les mesures de confinement strict du week-end au lundi 1er novembre. C'est-à-dire que le confinement strict partira, comme l'autre week-end passé, du samedi à 14h jusqu'au mardi à 5h. L'objectif est de limiter le brassage de population, les déplacements et les débordements éventuels. L'intégralité du long week-end de la Toussaint sera donc sous le régime du confinement strict. L'attestation de déplacement sera obligatoire. La promenade est autorisée dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. Le couvre-feu est maintenu pour toute la période entre 22h et 5h, sauf dans le cas de l'activité professionnelle et des situations d'urgence médicale. Le haut-commissaire devrait interdire, puisque l'arrêté n'est pas encore pris, devrait interdire la vente d'alcool du vendredi 14h au mardi 2 novembre à 5h. De nombreux commerces sont autorisés à ouvrir avec la possibilité du retrait de commandes au pas de porte, le click and collect, pour les commerces non autorisés à accueillir du public. Les élèves internes seront autorisés à regagner leurs internats lundi en fin de journée. Dans le cadre des fêtes de la Toussaint, les cultes religieux sont autorisés avec une jauge maximale d'1 siège sur 3 et l'obligation d'appliquer strictement les gestes barrières et la distanciation sociale. Il est recommandé au plus grand nombre de privilégier le recueillement à domicile et de suivre les offices à la radio ou sur Internet. L'accès au cimetière, qui relève de l'autorité des maires, ne sera pas possible le 1er novembre, compte tenu des mesures de confinement strict. En revanche, il est possible en semaine, à condition que les maires l'autorisent. À Nouméa et dans les communes de l'agglomération, par exemple, et compte tenu du nombre de décès enregistrés chaque semaine, la situation paraît trop critique pour que les cimetières soient en accès libre pour le moment. Il appartient à chaque commune de décider de l'ouverture du cimetière dans le cadre du confinement adapté, je précise, à compter du 2 novembre. Un rappel, les rassemblements sont limités à 15 personnes. À l'approche du jour de célébration des défunts et dans ce contexte particulier de deuil lié à la crise sanitaire, il est important de respecter strictement les gestes barrières pour ne pas créer de clusters familiaux et à terme de nouveaux deuils. S'agissant du confinement adapté des 2 prochaines semaines, les mesures de confinement adapté applicables depuis ce lundi 25 octobre sont partiellement maintenues avec quelques allègements notables pour les 2 prochaines semaines. L'ouverture du pass sanitaire à de nouvelles activités sera décidée dans les prochains jours. L'objectif est de généraliser l'usage du pass sanitaire en l'ouvrant à davantage d'activités et surtout de conserver le bénéfice des dernières semaines de confinement en gardant la situation sous contrôle. Ces mesures ont pour but d'inciter à la vaccination afin d'atteindre l'objectif fixé pour le bien de tous et surtout des plus fragiles. Je rappelle les conditions. L'attestation de circulation est toujours supprimée. La circulation et la promenade ne sont plus limitées. Il n'y a plus de notion de distance et de temps. Le couvre-feu reste en vigueur de 22h à 5h et les rassemblements sont toujours limités à 15 personnes. Les transports terrestres peuvent circuler mais seront soumis à un protocole strict. Tanéo sans passe sanitaire et le rail avec passe sanitaire. La baignade et la navigation de plaisance sont autorisées, mais il est toujours interdit
de débarquer sur les îlots. L'ouverture de nouvelles activités avec le pass sanitaire est à l'étude. Le gouvernement prendra de nouvelles dispositions en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. On prendra des nouvelles dispositions. Si elles sont favorables, c'est tant mieux. Si elles sont défavorables, on prendra les mesures qu'il faut. Voilà, donc je passe la parole au docteur Page qui va vous parler de pharmacovigilance. Bonjour à tous. Un dispositif de pharmacovigilance est en place en Nouvelle-Calédonie. Il sert à suivre les effets indésirables qui sont suspectés d'être dus à des médicaments. Et tout le monde peut faire une déclaration de pharmacovigilance directement auprès de la DAS. Il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé. Un cas de pharmacovigilance, ça correspond à une personne ayant rapporté au moins un effet indésirable. Donc, une personne peut déclarer plusieurs effets indésirables. On peut avoir de la fièvre, des courbatures, des maux de tête. Donc ça fera une déclaration et 3 effets indésirables pour cette déclaration. Au niveau international, les critères de ce qui constitue un effet indésirable grave sont le décès, bien sûr, la mise en jeu du pronostic vital, l'hospitalisation, ou si l'effet survient à l'hôpital, la prolongation de l'hospitalisation, l'invalidité permanente ou de très longue durée et l'anomalie congénitale. Et un cas de pharmacovigilance peut présenter plusieurs critères de gravité. On peut être hospitalisé et avoir une invalidité permanente. On peut être hospitalisé et avoir une mise en jeu de son pronostic vital. Au niveau d'un cas de pharmacovigilance individuelle, au niveau d'une personne, le cas se voit attribuer un score d'imputabilité. L'imputabilité, ça veut dire la relation de cause à effet. Ce score indique la probabilité plus ou moins forte que le médicament soit la cause de l'effet qui est déclaré. Les scores vont de 1 sur 6 à 6 sur 6. Plus le score est faible, moins il est probable que l'effet soit dû au médicament, ou au vaccin en l'occurrence. Plus le score est élevé, plus il est probable que le vaccin soit impliqué dans la cause de l'effet. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter les données de pharmacovigilance calédonienne, puis un point d'analyse sur ces données. Les déclarations de pharmacovigilance transmises et traitées à la DAS pour ce qui concerne le vaccin Comirnaty de Pfizer sont au nombre de 174 cas. 174 personnes pour lesquelles au moins un effet est rapporté. Pour ces 174 personnes, 287 effets indésirables ont été rapportés, ce qui fait environ 1,6 effets par déclaration. Nous avons eu 22 cas graves pour lesquels le vaccin est suspecté. Il y a eu 5 décès, 5 mises en jeu du pronostic vital, 14 hospitalisations, 2 invalidités permanentes et un cas considéré comme médicalement significatif par l'ANSM, l'Agence du médicament en France. Médicalement significatif, ça veut dire que le cas n'avait pas de critères de gravité, la patient n'a pas été hospitalisée, il n'y a pas eu de mise en jeu du pronostic vital, mais d'un point de vue médical, il présentait un intérêt, il a été traité comme important. Donc, pour nos cas de décès, les scores d'imputabilité, je rappelle que c'est le chiffre qui indique la probabilité que le vaccin soit la cause ou non de l'effet qui est rapporté. Donc pour nos décès, les scores qui ont été attribués sont de 1 sur 6 pour 3 d'entre eux, 2 sur 6 pour un autre, et le 5e est encore en cours d'évaluation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est plus probable que ces décès soient le résultat d'une autre cause qu'il soit dû à l'administration du vaccin. Un score, ce n'est pas une certitude. À l'échelle d'une déclaration, on ne peut pas dire avec certitude c'est le vaccin qui est la cause ou ce n'est pas le vaccin qui est la cause. Mais on peut le dire à partir de la masse des déclarations qui sont transmises et l'évaluation de l'imputabilité, c'est-à-dire déterminer si le vaccin est la cause ou non des effets. Ça se fait sur l'ensemble des déclarations transmises au niveau national et international, ce qui donne
une puissance de détection et de fiabilité très importante. Au niveau mondial, justement, les données sont très rassurantes. Les bénéfices sont réellement largement supérieurs aux risques. C'est grâce à ce retour énorme au niveau mondial que même un risque très faible, on a quand même pu le détecter de très rares cas de myocardite. Une myocardite, c'est une inflammation du cœur. Ce risque est de l'ordre de 2 ou 3 cas pour 100 000 personnes vaccinées. On a également pu dire, grâce à ce retour énorme, qui était le plus concerné par ce risque. Ce sont surtout les hommes entre l'âge de 18 et 49 ans qui peuvent avoir une myocardite et le plus souvent, elle survient environ 3 semaines après la deuxième dose si elle doit survenir. Ces myocardites sont en général transitoires, c'est-à-dire qu'on guérit en quelques jours ou en semaines. Donc concrètement, avec les retours d'expérience mondiale et les analyses de ces retours, on sait dire que pour 1 million de deuxièmes doses administrées, chez les hommes de 12 à 29 ans, qui ne sont pas les plus à risque de faire des formes graves de la Covid, le vaccin évitera 11 000 cas de Covid, 560 hospitalisations, 138 séjours en réanimation et 6 décès, alors qu'elle induirait une quarantaine de myocardites. Donc, en ce qui concerne les données calédoniennes, depuis le mois de janvier, plus de 327 000 doses ont été administrées et nous avons reçu 22 déclarations de cas graves suspectés d'être dus au vaccin. Depuis le mois de septembre, nous avons déploré plus de 1650 hospitalisations et 263 décès qui sont confirmés d'être dus à la Covid. Aujourd'hui, clairement, pour le personnel du CHT, qui voit les effets de la Covid alors qu'ils avaient, avant la crise, passé du temps à vacciner des milliers de personnes, il nous indique que le geste de la vaccination, c'est pas traumatisant pour ces soignants. La vaccination, c'est un acte du quotidien. Cependant, ce qui nous indique ces personnels du CHT, c'est que d'être confrontés à la vague de la maladie, à la détresse non seulement des malades, mais aux familles qui viennent, ça, que ce soit en unité Covid ou en réanimation, ça, d'un point de vue humain, ça c'est traumatisant, pas la vaccination. Nous avons également des retours de patients qui ont survécu à l'expérience très difficile d'une hospitalisation en réanimation. Et ils nous indiquent que s'ils pouvaient avoir à nouveau le choix entre être un peu fatigués 2 jours avec un peu de fièvre et un mal de tête parce qu'ils auraient été vaccinés, et ce qu'ils ont vécu, ils choisiraient la vaccination. Donc voilà, ceci termine la présentation des cas de pharmacovigilance en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu. Monsieur le porte-parole du gouvernement, la présidente de la province sud a appelé à la levée des motifs impérieux pour voyager. Est-ce que c'est un élément que le gouvernement prend en compte? Oui, c'est un élément que le gouvernement doit prendre en compte, mais en tous les cas, pour le moment, on ne l'a pas arrêté de toute façon, et que c'est une discussion qui doit être engagée avec l'État également. Avec l'État, pardon. Par ailleurs, beaucoup de personnes nous interrogent sur la septaine à domicile. À partir du moment où les gens qui arrivent en Nouvelle-Calédonie désormais sont censés être totalement vaccinés, est-ce qu'il ne serait pas temps justement de lever cette mesure? Alors ça fait partie des mêmes mesures, hein, entre les motifs impérieux, la septaine. Tous ces éléments-là doivent faire l'objet d'une discussion très prochaine au gouvernement et avec l'État. Mais on est bien là-dessus, tout en sachant que
il faudra éviter le rebond. S'il y a le rebond, la question ne sera plus posée, on maintiendra toutes les mesures. Bonjour, Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. Sur ce point qui vient d'être effectué sur les données de pharmacovigilance, c'est quelque chose qui était attendu par de nombreuses personnes qui le demandaient. Est-ce que désormais il y aura un point régulier qui sera fait sur ces données de pharmacovigilance? Je vais dire pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que beaucoup de gens l'attendent. En tous les cas, dans la mesure, vu le nombre de déclarations, j'ai relevé qu'il y avait combien 174. De déclarations. Oui. Donc sur le nombre de vaccinés, est-ce que ça vaut le coup de le faire tous les jours, quoi? Donc oui, mais ça peut s'être fait de façon périodique, oui. Gilles Ménage, RRB toujours. Ma question s'adresse au docteur Page. Est-ce qu'on a une idée du taux d'immunité dans la durée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est doublement vacciné, est-ce que vous avez déjà une idée de l'immunité qui diminue, et si oui, à quel rythme et au bout de combien de temps? Pour l'instant, on a le recul bientôt d'1 an de sortie des vaccins, enfin de l'arrivée sur le marché des vaccins. Les études de phase 3 et au niveau mondial, pour l'instant, montrent qu'on confère une immunité enfin, les premiers vaccinés conservent une immunité qui protège contre l'hospitalisation et le décès. Bonjour, Louis Perrin pour Nouvelle-Calédonie la première. Lors de la conférence, Monsieur Slamet, la conférence qui a eu lieu à la CPS samedi, la conférence sociale, la cellule juridique du gouvernement avait indiqué que le licenciement pouvait être l'une des sanctions proposées par l'employeur, qu'il soit privé ou public, en cas de non-vaccination. Est-ce que le gouvernement est attentif sur ce point? Est-ce que vous comptez travailler sur ce point-là précisément? Il faut savoir, oui, sur ce sujet-là, il faut savoir que la conclusion quand même de cette table ronde, de cette conférence sociale, c'est qu'il doit y avoir une révision de la délibération 44 sur l'obligation vaccinale. Et le Congrès s'est attelé à réunir sa commission et son Congrès justement sur la modification de cette délibération. Et donc je pense qu'à l'intérieur, il y aura toutes les mesures. Si tant est qu'elle n'y soit pas, ça fera l'objet d'une discussion également. Mais en tous les cas, il faut attendre le résultat du vote du Congrès sur la modification de cette délibération 44. Monsieur Slamet, à partir du moment où l'obligation vaccinale pour les secteurs sensibles a été reportée donc au 31 décembre, est-ce que ce n'est pas de nature à freiner justement la campagne de vaccination? C'est tout le risque que l'on peut courir, mais en tous les cas, moi je pense qu'il faut faire confiance au civisme des Calédoniens et des concitoyens pour qu'ils aillent se faire vacciner. En tous les cas, l'annonce qui a été faite sur la pharmacovigilance est un élément. Et je pense que non, moi je n'espère pas en tous les cas que ça se fasse, mais je suis assez optimiste sur la poursuite de la campagne de vaccination et qu'on remontera le plus vite possible. Bonjour, André Roisé pour Radio Dino. La question c'est pour Madame Page. Donc, dans les chiffres que vous avez annoncés, dans les différents les calculs, ce que vous observez, est-ce que vous tenez compte aussi du principe que le vaccin Pfizer il y a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle avec les 18 conditions. Est-ce que vous observez aussi ces conditions de mise sur le marché par rapport au Pfizer? Alors, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché, elle est résumée tous on a accès aux conditions dans lesquelles le vaccin est autorisé dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice du produit. La MM conditionnelle, le fait qu'elle soit conditionnelle vient du fait que les études sont encore en cours, mais ce qui reste à collecter comme information n'a pas d'impact sur l'évaluation du bénéfice-risque. Mais l'autorisation de mise sur le marché, elle est, oui, tout le monde y a accès dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice.
Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. À propos des effets indésirables du vaccin, au niveau national, on sait qu'il existe un dispositif de solidarité qui permet d'indemniser. En Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas encore le cas. Monsieur Slamet, est-ce qu'un mécanisme de solidarité, d'indemnisation est envisageable, peut être discuté entre politiques pour parvenir à une indemnisation de ces personnes? Dans la mesure, je vais dire oui, tout est envisageable. Hein. Je vais dire dans la mesure où il y aurait de multiples cas, au moins des cas nombreux significatifs, il faudra y songer en termes de responsabilité parce que c'est une donnée calédonienne, la vaccination. Et que oui, ça peut se concevoir, mais pour le moment, on n'y a pas songé, d'autant que pour le moment, ce qui se passe en métropole n'est pas applicable en Calédonie. Gilles Ménage, RRB. Monsieur Slamet, on sait que la situation dans la province des îles est relativement tendue en ce moment. On l'a vu avec la réaction de la dynamique autochtone qui a interdit l'accès dans le district de Guama, monsieur Ouachetim et madame Béharouné. Il y a beaucoup de discussions autour de la vaccination dans les îles. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus en tant que membre du gouvernement? Alors, moi, je vais dire, en tant que membre du gouvernement, et le gouvernement s'attache à s'intéresser à la politique de vaccination, de la vaccination. Ce qui se passe aux îles relève d'autre chose que de la santé et de la vaccination. Je vais le dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, on en est sur un statu quo. Il y a certains élus qui sont interdits de séjour dans certains districts marais. Voilà, donc on peut que le constater. Mais en tous les cas, on n'interviendra pas là-dessus. Et Louis Perrin, nouveau pour Nouvelle-Calédonie, la première. Est-ce qu'on a une idée du nombre de doses de vaccin Janssen qui auraient été injectées? Et éventuellement le suivi de pharmacovigilance aussi. Est-ce que ça a eu du succès, ce vaccin? Je n'ai pas les données, moi. Je n'ai pas apporté les chiffres sur le nombre de doses administrées sur le Janssen. On a un très grand nombre de vaccinés avec le vaccin Pfizer. Ça reste à la marge. Je suis désolée, je n'ai pas les nombres. En termes de déclaration de pharmacovigilance, on en a 3 pour le vaccin Moderna et je crois peut-être 1 pour le vaccin Janssen. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse. 2 nouveaux décès sont à déplorer pour la journée d'hier, ce qui porte à 263 le nombre de personnes décédées depuis le 9 septembre. 81 nouveaux cas ont été constatés, ce qui porte à 10 768 cas confirmés depuis le 6 septembre. Le taux d'incidence est de 185 pour 1000 habitants. Donc Yannick Slamet a déclaré que ce chiffre remonte. 28 personnes sont en réanimation, 95 en unité Covid et enfin 56,62% des Calédoniens ont un schéma vaccinal complet. Et selon Yannick Slamet, donc porte-parole du gouvernement, les chiffres de la vaccination sont en baisse. Il déclare qu'il sera difficile d'atteindre les 85% à la mi-janvier et plus 20% des contaminés donc n'ont pas de schéma vaccinal complet. Concernant le confinement strict sera maintenu ce week-end à partir de samedi 14h à lundi 5h. Le confinement adapté sera partiellement reconduit la semaine prochaine. Et concernant l'enseignement, les internes rentreront lundi en fin de journée. Et concernant les transports terrestres, donc le rail reprendra le 2 novembre avec un pass sanitaire. Le Tanéo continuera à circuler sans un pass sanitaire. Voilà quelques informations à retenir de cette conférence de presse. Tout à l'heure à 18h, vous retrouverez Aurélie Chiron pour le journal complet.